Tout est politique, seconde partie de votre émission. Et bienvenue si vous nous rejoignez. Notre invité cette semaine, bonjour Votre Altesse Reza Pahlavi. Bonjour. Vous êtes président du Conseil national iranien. L'attente se poursuit et après 20 mois, les négociations sur le nucléaire iranien ont été prolongées jusqu'au 7 juillet. Qu'est-ce qui cloche ? C'est pas la chose qui cloche, c'est dans l'ensemble le problème où le manque de transparence oblige le monde aujourd'hui à s'inquiéter sur les détails et la vérification de ce qui va être plus ou moins accepté. Et c'est là où je pense des choses qui retiennent, parce que la réaction du régime a été, selon le guide suprême, pourquoi laisser ce degré d'intervention? Est-ce que vous ne pensez pas qu'au milieu des négociations en cours, c'est la France qui est la plus lucide par l'intermédiaire de M. Fabius, traité d'épouvantail à Téhéran, parce qu'il doute, je crois, de la limitation de la puissance nucléaire iranienne, et puis de la possibilité de pouvoir tout vérifier par le biais de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le terrain. Et là-dessus, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. En tant qu'Iranien, je suis toujours vexé de savoir qu'aujourd'hui, à la place où l'Iran était un pays auquel on faisait confiance, et d'ailleurs ces mêmes pays qui aujourd'hui imposent des sanctions faisaient la compétition pour nous vendre la technologie nucléaire avant ce régime, aujourd'hui on se permet d'aller jusque visiter des sites militaires. On n'a même pas fait ça en Afrique du Sud ou en Libye. Tout à fait. Donc ce côté-là, il y a cette carte que le régime joue aujourd'hui sur encore des sentiments de la nation, mais qui n'explique pas leur manque de transparence de toute façon. Et on ne peut pas ne pas donner raison au monde libre de s'inquiéter sur justement la vérification. Parce que sans la vérification, ça ne voudrait rien dire cet accord. Le 7 juillet, vous pensez à un accord? Quel type d'accord pourrions-nous avoir qui ferait plaisir uniquement peut-être à Obama? Ils disent tous la même chose. Un accord qui n'est pas un bon accord ne sera pas fait. Or, on continue de parler des mêmes choses. Alors, est-ce qu'on se fout du monde, ou alors est-ce que ça va être quelque chose de médiocre qui ne va pas nécessairement apaiser les pays de la région, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit Israël, que ce soit l'Europe même? Et après tout, n'oublions pas, ce n'est pas seulement la question du nucléaire. Il ne faut pas oublier que le fait que ce contrat soit signé ne veut pas dire systématiquement une levée immédiate des sanctions. Alors que l'ayatollah Khamenei les réclame. C'est une condition sine qua non. Et on sait que ça n'arrivera pas, mais imaginons que cela arrive. Est-ce qu'il y aura, c'est la position que je prends en tant qu'un Iranien qui est inquiet sur le sort de mes compatriotes. Est-ce que cet argent libéré sera vérifié? Est-ce que ça ira dans les mains du peuple? Ou encore une fois, le régime aura plus de revenus pour dépenser sur Hezbollah ou aider la Syrie, etc. Il ne faut pas oublier ça non plus. Alors, vous parliez des vérifications. Le gendarme de l'ONU, l'AIEA, est censé faire ces vérifications. Pensez-vous qu'en Iran, elle peut vraiment passer à l'acte? Est-ce que finalement l'AIEA, est-ce qu'elle a un rôle majeur dans cette agence? A-t-elle un rôle majeur dans tout ça? Elle devrait l'avoir, c'est ça la raison. Mais on ne laissera pas, au degré, parce que jusqu'à présent, ça n'a jamais été fait. Plusieurs fois, on a eu des gens de l'agence qui ont dit qu'on nous refuse l'accès là où on veut. Alors c'est un jeu de dupes. Oui, c'est un jeu de dupes. Elisabeth a raison, c'est un jeu de dupes. Le problème, c'est que le coût, que ce soit pour l'Amérique, pour les 5+1, ça fait combien de temps qu'on parle de cela? Presque une dizaine d'années, si pas plus. Et je ne vois pas l'Occident se permettre à répondre au monde « on a échoué ». Donc, d'un côté, il y a une certaine administration américaine aujourd'hui qui est prête à aller jusqu'au point d'avoir un accord médiocre, mais de dire qu'on a eu finalement un accord. Est-ce que M. Fabius, encore une fois, qui est lucide et qui est sans doute celui qui comprend mieux le dossier, est-ce que M. Fabius est capable d'empêcher les Américains de commettre une erreur peut-être majeure? La position le jeu que l'Iran a toujours essayé de jouer, c'est de diviser les partenaires en face. Il faut qu'il y ait des fois certains qui prennent une position plus ferme, et heureusement que la France, en tout cas dans ces dernières années, a pris une position la plus ferme par rapport à celle de l'administration actuelle américaine. Maintenant, est-ce que le groupe occidental devra être plus sur la même fréquence dans la méthodologie? Ça, c'est une chose à discuter entre eux, mais le principe reste le même. Est-ce qu'on peut céder devant une certaine manœuvre du régime? Américain peut empêcher cet accord, peut empêcher Obama de signer cet accord? C'est très possible, parce que si le plus on va dans la direction d'un accord qui est... c'est pas seulement le Congrès américain, n'oublions pas le Parlement iranien, jusqu'au point où les radicaux peuvent faire une manœuvre en disant oui, cette délégation n'a pas fait son travail, et donc Rouhani, Zarif, tout ça vont être...
encore une fois, mise à l'écart. On retombe dans la même manœuvre de jouer le jeu des modérés qui essaient de régler l'affaire, mais le régime tient toujours. Parce que finalement, c'est le guide suprême qui va dire le dernier mot. Alors, vous dites que c'est le guide suprême qui dit le dernier mot. Donc, Votre Altesse Reza Pahlavi, dans cet accord, on a tous en tête, si oui ou non, l'Iran va se doter de l'arme nucléaire, de la bombe atomique. Vous en dites quoi? Finalement, ils vont l'avoir? Si on dit que ça n'empêcherait pas l'Iran d'être au seuil, encore il faut dire ce que veut dire être au seuil, mais ça retarde au moins d'une dizaine d'années au lieu que d'être dans une limite de temps beaucoup plus proche. Mais l'Iran va se doter de l'arme nucléaire? C'est inévitable. Dans ce cas, ça m'a l'air d'être, et je ne peux pas vous donner des raisons scientifiques précises parce que c'est une question vraiment technique. Mais dans la façon dont les tractations se font, dans la façon dont les négociations se font. Il y a toujours des éléments qui continuent à enlever de doute. Ce n'est pas une question d'avoir moins de centrifugeuses, ce n'est pas une question de baisser la quantité de matière. Le stock d'uranium a augmenté ces derniers temps. Ou que le yellow cake est maintenant transformé en autre chose. Et les réacteurs d'eau lourde de Arak, c'est pour produire quoi? Du plutonium, ça sert à quoi? Oui. Mais donc, alors peut-être que c'est déjà là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on oublie la nature de ce régime. On oublie que c'est un régime qui, dès le début, dans son ADN, avec cette vision d'exporter une idéologie à travers le monde. Une hégémonie et mondiale. s'ils peuvent utiliser une arme de destruction massive pour imposer leur hégémonie, ils le feront. C'est ça le problème. Est-ce que le fait de vouloir se doter de l'arme nucléaire, vous pensez que c'est une arme de dissuasion pour préserver la survie politique du régime, ou c'est pour aller beaucoup plus loin et étendre leur influence, leur hégémonie, dont parlait Elisabeth à l'instant, sur l'ensemble de la région, dont Israël? D'abord, c'est dissuasion. Dissuasion parce que la dissuasion permettrait à ce moment-là de maintenir le taux de conflit dans un sens de conflit militaire conventionnel au plus bas niveau, ce qui leur permet d'imposer une hégémonie régionale d'abord. Mais cette hégémonie régionale, ce n'est pas tout simplement parce qu'ils ont un problème immédiat de leurs voisins. Pourquoi ils envoient des brigades des gardes révolutionnaires jusqu'en Colombie? Ce n'est pas pour faire joli, c'est dans une intention. Mais donc il y a une stratégie il y a une stratégie à long terme, évidemment. bien sûr. Et Israël n'est qu'une des cibles. Parce que pour eux, il n'y a aucune différence entre Israël ou Paris ou Washington. C'est une vision idéologique où ils ne peuvent pas coexister. Et c'est là la question clé. Avec d'autres civilisations, même. Voilà, d'autres cultures. Exactement. Alors, justement, l'actualité Reza Pahlavi, c'est aussi le terrorisme mondial et Daesh, avec les attentats qui viennent d'avoir lieu en France, en Tunisie, à Koweït City, dans le Sinaï, il y a quelques jours. La marque État islamique s'est installée dans les esprits. Selon vous, comment stopper cette organisation terroriste ? Justement, alors n'oublions pas que cet obscurantisme, ce fanatisme religieux ne fait pas de discrimination. Vous pouvez avoir des victimes, vous entendez par des victimes musulmanes, des victimes juives, des victimes chrétiennes, africaines, le chef d'entreprise en misère, même en plein Ramadan. C'est-à-dire que c'est encore une fois, il faut fixer la chose sur ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, comment ils voient les choses. Et c'est là où il ne faut pas se tromper, parce que vous avez dit tout à l'heure... Alors, justement, est-ce que vous considérez que ce qui se passe aujourd'hui, comme l'a dit Manuel Valls, c'est une guerre de civilisation, ou est-ce que c'est une guerre de religion, comme le pense un certain nombre d'entre nous? Dont vous, Christian Mallard? Moi, oui, je pense. Franchement, je dis que je ne suis pas tout à fait d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. Alors, c'est une guerre de quoi, selon vous, votre Altesse? D'abord, civilisation. Quand on parle de civilisation, il faut parler des peuples et des États-nations, finalement. Quand on parle d'une grande civilisation, la Perse, la grande civilisation, l'époque de Cyrus, les valeurs humaines, ça a commencé par chez nous, avant même qu'il y ait une civilisation en Europe, si j'ose dire. Tout à fait. Les questions du droit de l'homme ont commencé en Iran il y a 2500 ans. Et donc, quand on dit civilisation, est-ce qu'on parle de pays ou de régimes en place qui vont contre certaines valeurs? Donc d'abord, il faut dire que si on parle de civilisation, des valeurs de civilisation, même de laïcité qu'on a aujourd'hui en France, à la base départ, c'est une question d'égalité, c'est une question de non-discrimination. Qu'on soit juif, musulman ou chrétien, ça revient au même. Donc c'est une guerre de valeurs, c'est ça que vous nous dites? De valeurs. Donc c'est des valeurs de ceux qui sont contre les valeurs
Parce qu'ils ne peuvent pas occidentale, exister avec ces contre la valeurs. culture, contre l'éducation, contre les femmes. Sans quoi ils ne peuvent pas imposer une idéologie sur le reste du monde. Maintenant, cette idéologie... Donc ça veut dire que ce n'est pas la religion qui prime, c'est les valeurs. Et ce n'est pas non plus une guerre de religion, parce que regardez... Alors justement, pour la religion, moi je voudrais quand même vous entendre là-dessus. Parce Pourquoi que vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut pas être islamophobe dans le sens de critiquer ceux qui utilisent au nom de la religion une méthode pour imposer une idéologie. Mais est-ce que c'est vraiment la religion? Parce que prenez le cas de la majorité des musulmans au monde, de l'Indonésie jusqu'au Maroc. La plupart sont des modérés. Il y a un très faible pourcentage qui deviennent radicalisés, qu'ils soient chiites ou sunnites, c'est une autre histoire. Mais est-ce que c'est vraiment sur des valeurs religieuses qu'on peut dire que ce terrorisme commence à se fonder, ou est-ce qu'ils utilisent la religion pour justifier leur vision? Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Daesh travestit le vrai visage, la réalité de l'islam. Il maquille, à travers le nom islam, il maquille quelque chose de totalement différent. Je ne dis pas qu'il y a certains défauts dans certaines religions pour s'accorder au monde d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, le pape dit des choses que jamais, il y a 20 ans, son prédécesseur l'aurait dit. Okay. Donc il y a une évolution de pensée, même au cadre des religions. Cela dit, il ne faut pas mélanger les choses. Vous avez bien sûr des éléments qui au nom de la religion, essaient d'imposer une certaine vision qui est leur définition de la façon dont le monde doit être. Qu'il soit sunnite ou chiite, ça revient au même. Mais l'islam, c'est pas ça. Justement, c'est pas ça. Et d'ailleurs, n'oublions pas une chose, c'est que malheureusement, c'est le régime islamique aujourd'hui en place en Iran qui a lancé cette méthodologie d'utiliser le terrorisme à la fois radicalisme religieux, qui au fait a donné suite à ce conflit aujourd'hui sunnite-chiite qui n'existait pas avant. Alors quelle figure du monde arabe peut-elle incarner justement cet islam dont vous parlez, qui n'est pas l'islam de Daesh? Parce qu'on n'a pas de figure du monde arabe qui s'élève contre cela. On a beaucoup de figures occidentales. Vous savez, je vous dis une chose. À mon avis, il y a beaucoup dans notre région. Dans notre région, je parle du Moyen-Orient, qui a bien longtemps mérite d'être libéralisé dans un sens de démocratisation. Et je pense que sans un principe de laïcité ou de, comment dirais-je, dans des valeurs séculaires, on ne peut pas avoir de vraie démocratie. Donc il faut qu'il y ait une séparation du clergé et de l'État, de toute façon. En tout cas, c'est ce que je pense chez nous. Mais prenons le reste de la région. Comment voulez-vous que ces pays puissent vraiment évoluer dans le sens de cette libéralisation quand on pense qu'il y a un monde qui continue à maintenir un status quo dans lequel vous avez toujours des régimes qui sont à la base de ce radicalisme, qui financent le terrorisme, on n'assèche pas la source. Comment voulez-vous qu'ils réagissent? Vous pensez à quel pays? Le Qatar, entre autres? Surtout l'Occident, en général. L'Occident n'est pas prêt à... L'Occident, c'est pas un pays. Quel pays dans l'Occident? Vous savez, on parle de combattre les djihadistes. Ce n'est pas avec les paroles qu'on va les combattre. Comment? Parce que, justement, il y a un endroit où on dit, et sur ce point, je suis d'accord avec ce qu'a dit le Premier ministre, c'est un vrai état de guerre. On ne doit pas se faire illusion. Et dans ce cas-là, la volonté de l'autre côté est la destruction de tout ce qui est les valeurs communes que nous partageons. Alors comment on lutte concrètement contre Daesh? À un certain moment, ça réclame une intervention militaire. Ben voilà, on y revient. Les experts militaires disent que toutes les troupes de la coalition dite anti-Daesh doivent aller au sol pour éradiquer Daesh en un mois, disent-ils, et avec la Turquie qui serait partie prenante. Mais elle ne l'est pas. Oui, bien sûr. Mais ça fait une partie du problème. Moi, je vois la chose beaucoup plus à long terme. Vous savez, les gens aujourd'hui, que ce soit des Iraniens, que ce soit des Égyptiens, que ce soit... Enfin, non, ce n'est pas une question de régler un problème immédiat. Mais comment est-ce qu'ils veulent une projection vers l'avenir? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de discuter cet avenir en complicité et coopération avec le monde qui veut que ces valeurs dont elles se défendent puissent exister ailleurs, que ce soit des valeurs françaises ou des valeurs allemandes ou des valeurs... Alors, très concrètement, vous parlez d'intervention militaire, comment et avec qui? Quelle est la solution? C'est une coalition beaucoup plus large. Mais si vous voulez engager d'autres que juste les forces occidentales à régler ce problème, il faut leur donner plus que juste aidez-nous à régler nos problèmes. Quelles sont les autres forces occidentales? Parce qu'à chaque fois que l'Occident intervient, elles veulent tout simplement régler des problèmes immédiats qui leur posent, mais ils ne sont pas prêts à aller pour loin pour régler d'autres problèmes sociaux, économiques et politiques que nous avons. Votre Altesse, est-ce que pour vous, à court moyen terme, Jérusalem et la Mecque sont menacés par Daesh?
Aujourd'hui, si vous voyez la position, que ce soit en Israël ou en Arabie Saoudite, il y a un regard beaucoup plus commun sur le vrai problème régional qu'il y avait jadis sur des questions comme la Palestine et autre chose. Bien sûr, parce que là, Daesh veut s'emparer, veut déclarer la guerre, entre guillemets, au Hamas. Donc, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des alliances, entre guillemets, inattendues entre Israël et le Hamas pour lutter contre Daesh? On a déjà l'alliance Arabie Saoudite-Israël, je vous le rappelle, avec des rencontres qui ont lieu à Washington. Ouais. En ce moment. Ça devient un sujet très complexe, mais je dirais une chose toute simple. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nécessairement que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ça ne joue plus. L'ennemi de mon ennemi est toujours mon ennemi. Parce que n'oublions pas que ces deux ennemis sont beaucoup plus ennemis dans l'ensemble envers les valeurs que nous partageons qu'ils ont des disputes entre eux. C'est comme les États-Unis et l'Iran qui luttent ensemble contre Daesh en Irak. Finalement, c'est vain. N'oublions pas que le régime iranien est le parrain de tout ceci. Oui, c'est vrai que le régime iranien est un parrain. Et au fait, n'oublions pas que... comprenons un peu la chose. Dès le début, la première chose que Khomeini a fait en arrivant en Iran, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à interroger la légitimité de la famille royale saoudienne pour être les gérants des lieux saints à la Mecque. Déjà, c'était une première provocation. Merci. Au début, ils n'ont pas réagi. Mais finalement, c'est devenu maintenant un conflit sunnite qui n'existait pas avant. Merci, Votre Altesse Reza Pahlavi. Merci à vous de nous avoir suivis pendant toute cette saison sur i24 News. Bel été à vous et restez branchés sur i24 News, sur Internet et à la télévision. Merci.